Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour nos amis de la Guyane et puis tous ceux qui nous regardent un petit peu plus loin. Alors, la semaine dernière, on a repassé une émission de généalogie qui vous a plu énormément, d'après ce que j'ai compris, puisque j'ai reçu plein de coups de fil me demandant des coordonnées de cette dame que j'avais invitée. Eh ben, j'espère que vous serez nombreux à l'appeler, parce que ce dont elle parle est intéressant, surtout que chez nous, à la Martinique, à la Guadeloupe aussi, en Guyane très certainement, il y a plein de secrets de famille. Et quelquefois, ça peut faire du bien de savoir, parce que ça permet de cicatriser des blessures. Donc, je suis heureux pour vous si jamais vous faites cette démarche-là. La Martinique, c'est un pays de secrets de famille. Alors, ça existe partout, mais chez nous en particulier, il y a eu les enfants en dehors, les enfants en dedans, qui peuvent quelquefois se rencontrer. Donc, il faut toujours dire c'est ta sœur, c'est ton frère, pour éviter quelques rencontres néfastes. Aujourd'hui, je reçois pour vous, vous l'avez vu, vous le voyez, je reçois pour vous Dr Berthelot. Dr Berthelot, de quoi vous allez nous parler? Je ne sais pas, tout d'abord bonjour. Bonjour à vous tous. Moi, j'accepte toujours avec plaisir votre invitation. Donc voilà, c'est... Et si nous parlions, vous savez, on va revenir toujours aux mêmes choses peut-être, mais c'est tellement essentiel. Vous savez que la majorité des Antillais, moi je pense ça en fonction de ce que je vois au cabinet, vous voyez des gens à l'extérieur, donc le comportement alimentaire n'est sûrement pas le même et les réactions au niveau du ventre ne sont pas les mêmes. Et je pense que la majorité des Antillais ont un problème intestinal vrai, c'est-à-dire qu'ils digèrent très 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 mal, mais ils ne tiennent pas compte, surtout à partir d'un certain âge, des petits signes qui sont d'une évidence. Et si jamais ils en tenaient compte, peut-être qu'on pourrait éviter des catastrophes après, parce que le cancer de l'intestin, c'est aussi une réalité. Et beaucoup d'Antillais sont ballonnés après manger, et en particulier lorsqu'ils mangent des féculents. Alors c'est vrai que la cuisson des féculents peut être responsable de cela. Mais en dehors de cela, je crois que même s'il y a une cuisson convenable, sur un terrain fragile, ça peut entraîner quelques petits désordres. Alors quand je dis petits désordres, ce sont des expressions très très antillaises, que j'emploie maintenant, je ne sais plus pourquoi, mais ce n'est pas des petits désordres, il y a des désordres. Ce sont des désordres. Voilà. C'est ce qu'elle me disait récemment, vous voyez, je rebondis sur votre phrase, me disait récemment une de mes patientes qui venait me voir et qui avait un cancer du sein, et donc cancer qui avait été traité, et puis on lui a dit mais vous avez eu un petit cancer. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de petit cancer. Comment on peut dire ça, Gaëtan? Il y a un cancer, c'est tout. Il y a un cancer. Comme il n'y a pas de petit diabète, il y a un diabète, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de... Je fais un petit peu d'hypertension. Voilà. Non, ça existe pas. Voilà, donc je crois qu'on a tendance à mettre ces pseudo-diminutifs pour pouvoir, soi-disant, un peu atténuer des choses, mais en fait, ça n'atténue rien du tout. Pour le problème du poids, c'est la même chose. On a un ballonnement, on n'a pas un petit surpoids, voilà. Non. On a un ballonnement, on n'a pas un ballonnement, on a un trouble du transit, on n'a pas un petit trouble du transit, voilà. Il n'y a pas de petite maladie, hein. On y est ou on n'y est pas, en fait, d'accord? Alors, avec des incidences qui sont plus ou moins importantes, d'accord? Mais il n'y a pas de petits troubles. Il y a un trouble ou pas. Est-ce que vous pensez que c'est inscrit dans nos cellules, ça? Est-ce que la façon dont nos ancêtres ont mangé, au moment où surtout il y a eu des manques, alors l'esclavage est une chose qui est lointaine, mais enfin, il y a un héritage là, mais je pense à la dernière guerre en particulier, où nos parents n'avaient pas à manger tout ce dont ils avaient besoin. Et ils ont fait des mélanges, ils ont mangé beaucoup de légumes, hein, parce que grâce à Dieu, il y avait les racines, comme on dit en Guadeloupe, et ça... Moi, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses, et je prends toujours un petit peu cet exemple. Il est évident que si j'ouvre ma fenêtre et que je jette par ma fenêtre un pot de fleurs, c'est dangereux. Parce que ça peut effectivement tomber sur la tête de quelqu'un et blesser quelqu'un. Mais pour que ça blesse cette personne, il faut qu'elle passe à ce moment-là. Donc en fait, je veux dire que l'expression qui deviendra la maladie a toujours besoin non pas d'une chose, d'accord, mais parfois d'une réunion ou d'une conjonction de plusieurs choses. Je jette le pot, la personne passe au même moment, elle dira bien sûr que c'est ma faute qu'elle soit blessée, mais elle passait juste à ce moment-là. Je peux le jeter 10 fois, il ne va rien se passer. Ce que je veux dire par là... Qui c'est les cafés Spinetta? Voilà, presque à la limite, je peux dire qu'est-ce qu'elle faisait là, effectivement. Ce qui est important, ce que je peux remarquer, c'est qu'on est avec des vulnérabilités.
C'est pour ça qu'on prend le temps d'interroger les patients. Ok, ils arrivent à un certain moment donné de leur vie. Je reprends cela parce que c'est important. Et ils sont parfois surpris qu'on leur demande qu'est-ce que vous avez eu, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, etc. Déjà savoir ce qui s'est passé dans leur vie au moment où on les rencontre, s'ils ont 25, 30 ou 40 ans. Il s'est passé plein de choses dans leur vie. Ensuite, savoir ce qui s'est passé dans la vie des parents comme gros événements de vie, maladies ou troubles particuliers. Problème de thyroïde, est-ce qu'il y a eu un accident vasculaire, infarctus, diabète, etc. Tout ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que finalement, jusqu'à nouvel ordre, je dis bien jusqu'à nouvel ordre, encore très lointain, l'homme a une filiation. Donc, d'un père et d'une mère, qui eux-mêmes ont un père et une mère. Donc, il faut remonter jusqu'à ses antécédents familiaux pour savoir est-ce qu'il y a une vulnérabilité qui s'est exprimée du point de vue clinique, à donner à ce qu'on appelle une pathologie. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a eu cette vulnérabilité. Je veux prendre le cas, finalement, du diabète. Ok, mon grand-père paternel avait un diabète, ma mère fait un diabète. Est-ce que moi, finalement, je vais faire un diabète ? Non. J'ai la vulnérabilité. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas le gène du diabète. Il faut bien comprendre, c'est une conjonction de choses. Heureusement que vous dites ça, parce que voilà, chez nous, il faut bien comprendre ça. Les gens sont persuadés que... Attends, le problème n'est pas héréditaire, comme on le dit. Les maladies héréditaires sont inéluctables. Elles sont là, badaboum, on n'y peut rien. Ce sont des thérapies géniques qu'il faudra faire. Et là, c'est 1%, je dirais, des choses. 99% des maladies, l'hypertension, les cancers, les maladies de civilisation, l'obésité, le diabète, sont des maladies qui sont des maladies dites épigénétiques. C'est-à-dire, elles sont multifactorielles, d'accord. Et quand on regarde globalement sur une problématique, on peut dire si 100% représente la problématique, la génétique représente 10%. Ça veut dire que 90% va dépendre de ce qu'ont fait mes parents avant et de ce que je vais en faire. Je reprends une autre image importante. Mes parents, nous sommes 2 frères, donnent à chacun d'entre nous 10 000 ou 20 000 euros à la naissance. Regardons ce que nous en faisons quand nous avons 30 ans. À 30 ans, vous êtes riche et moi je suis peut-être clochard dans la rue. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand il y a une vulnérabilité, c'est qu'est-ce que je vais en faire ? Donc le déterminisme à 100% lié au gène, d'accord ? C'est vrai dans les maladies génétiques, mais dans les maladies dites de civilisation, ça tient une part peanuts. La preuve, je répète souvent cela, vous prenez de vrais jumeaux, c'est-à-dire qui viennent du même œuf, qui est ce qu'on appelle une aberration, parce que logiquement, l'œuf quand il est fait, il ne doit pas se scinder, il se scinde. Donc c'est le même œuf qui va donner 2 enfants de même sexe, 2 femmes. Ça ne veut pas dire que 2 femmes sont obligatoirement de vrais jumeaux. Mais dès que c'est un sexe opposé, ce n'est pas des vrais jumeaux. Donc, quand vous avez de vrais jumeaux, vous les regardez. Ils ont le même patrimoine génétique, identique. Vous les regardez à 50 ans, ils ne font pas les mêmes maladies. C'est très intéressant. Donc vous comprenez très bien que le déterminisme lié au gène est beaucoup moins important que le déterminisme qui va être lié à l'environnement, c'est-à-dire mes capacités adaptatives à l'environnement. Mais il y a une autre belle histoire que vous nous racontiez à propos des jumeaux qui étaient séparés. Un des jumeaux élevé par une famille obèse et l'autre jumeau par une famille mince. Celui qui est élevé par la famille obèse devient obèse et l'autre ne le devient pas. C'est-à-dire qu'après, c'est tout ce qu'il aura, comment il aura vécu. Et voilà. Non, ça c'est très important. Donc, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle, en plus de nos gènes, ce qu'on appelle une programmation, qui va être une programmation au niveau épigénétique, métabolique, nutritionnel. Donc, il est important qu'au moment où, finalement, je vais être conçu, en fonction, je dirais, du mode de vie qu'auront eu mes parents, j'aurai des vulnérabilités épigénétiques. C'est vrai. Et après, les vulnérabilités génétiques plus les vulnérabilités épigénétiques, en fonction de mon mode de vie, vont faire que je vais exprimer ou je ne vais pas exprimer. De toute façon, quoi que nous fassions, nous naissons avec une épée sur la tête. Et ce qu'il faut savoir... Elle s'appelle Damoclès, c'est ça ? Damoclès. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le fil qui va tenir cette épée sera plus ou moins épais
en fonction de mes vulnérabilités ou de la maladie. Voilà. Donc ça, il faut savoir. C'est ça qui explique ce qui se passe pour les Japonais, les Japonaises de la deuxième génération aux États-Unis, qui ont en fonction de cette épigénétique, plus de risque d'avoir un cancer du sein, alors qu'au Japon, il y a beaucoup moins de cancer du sein en fonction de cette épigénétique. Oui, et puis après aussi le mode de vie. Le mode de vie. On voit très bien qu'on pensait que c'était lié au gène, que les Japonaises ne feraient rien. Vous prenez une Japonaise, elle part aux États-Unis, et ben elle retrouve un statut de femme américaine avec un risque de cancer du sein beaucoup plus important. Donc on voit bien que ce n'est pas une histoire liée directement au gène. Donc c'est vraiment lié à l'épigénétique. Et pour revenir à ce que vous disiez, moi je ne pense pas que nous, Antillais, nous soyons plus vulnérables de base. Je pense que notre mode de vie peut nous rendre plus vulnérables. Mais c'est vrai que en France, le mode de vie, la façon de manger, voilà. Mais dans ce mode de vie, c'est une globalité. Hein. Ma façon de dormir, mon stress, ma façon de manger, etc. Tout ça rentre en ligne de compte. Et dans cette alimentation, et plus l'activité physique. J'ai oublié, parce que moins on va bouger, pire ça va être, etc. Le comportement des Antillais ici n'est pas celui qu'on le retrouve en France, hein, au niveau alimentation. Même s'ils cherchent à créer une ambiance... C'est pas le même, mais moi je trouve que... en France, il y a énormément de troubles digestifs. Le problème qu'il y a, c'est que, comme aux Antilles, on les minimise. On les minimise pour deux raisons. D'abord parce que la personne finit par s'habituer à son trouble. Elle a un trouble du transit, elle va à la selle tous les 3 jours, ou elle a un coup d'aisselle molle, d'aisselle normale, et voilà. Chez mes parents, c'était la même chose. Voilà. On s'habitue à ça. D'abord, premièrement, elles s'habituent à ça. D'abord soit parce qu'elles ont consulté et on leur dit, on fait un bilan classique et on leur dit, mais il n'y a rien, donc vous devez vivre avec ça. Ok ? Moi, je vous ai déjà raconté l'histoire de cette patiente qui avait seulement une diarrhée depuis à peu près 25 ans et elle traînait ça et elle prenait de l'Imodium pour sortir. Voilà, c'était sa vie. Elle s'imaginait que c'était normal. Bon, ça l'embêtait, mais c'était normal. Alors que c'est pas normal. Simplement, il n'y avait rien comme maladie, mais il y avait quand même un trouble. D'accord ? Et il est évident qu'il faut s'en occuper. Donc on banalise les petits troubles, un transit ralenti, un transit accéléré, un ballonnement, de l'aérophagie. On banalise ces troubles. Parce que finalement, comme il n'y a pas une solution immédiate, apparente, la personne finit par vivre avec et elle se dit, bon, il n'y a pas de solution, je reste comme ça. Si, il y a des solutions. D'accord ? Donc ça, il faut déjà le savoir. Donc, c'est fréquent. C'est même très fréquent, même en France. Et ça, il faut s'en occuper. Ces petits troubles vont faire le lit de problèmes. On le sait maintenant. On le sait. Donc, il faut s'occuper de ça. De gros problèmes et pas de petits problèmes. Alors, souvent, ces gens qui ne trouvent pas de solution, malgré un bilan de maladie, la possibilité maintenant qu'ils ont, c'est d'avoir accès à un bilan de santé. Oui, on le dit comme ça. On va dire au bilan de santé, et voilà. Mais parce qu'on ne peut pas le dire autrement. Voilà. On ne peut pas le dire autrement parce que pour quelqu'un qui fait un bilan et que le bilan est normal, il ne sait pas que c'est un bilan de maladie. Il en déduit que c'est un bilan de santé, puisqu'on lui dit « vous n'avez rien ». Donc il en déduit « je ne suis pas malade ». Conclusion logique. Si je fais un bilan, on ne me dit pas que c'est un bilan de maladie. On me dit que c'est un bilan. Maintenant, vous allez regarder, quand on fait un bilan de la sécurité sociale, c'est un bilan de santé. On check-up de santé. C'est la caisse sécurité sociale de maladie. Oui, voilà. Bon, c'est quand même très bizarre. Hein, ouais. On est dans une assurance maladie et avec un ministère de la Santé. Bon, ouais. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Non, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est pas parce que ma prise de sang, c'est pas parce que mon examen, ma fibroscopie ou ma coloscopie revient normal que je n'ai rien. Je n'ai pas de maladie. Dans le sens, je n'ai pas une maladie de Crohn, je n'ai pas un cancer, je n'ai pas un polype, mais ça ne veut pas dire que je serai en bonne santé, parce que la personne, elle sait très bien qu'elle n'est pas en bonne santé. Si elle consulte, elle a donc un trouble, parce que en France, personne ne rentre dans un cabinet médical. Quand je dis la France, la métropole, les dom-toms, on ne rentre pas dans un cabinet médical pour dire « Bonjour docteur, comment allez-vous ? Je vais très très bien, d'ailleurs, moi, et je vais tellement bien que je voudrais que vous me gardiez en bonne santé. » Ça n'existe pas, ça. Donc quand on rentre, c'est qu'on a un trouble. Si la personne a un trouble, c'est qu'elle sait très bien, que ça a changé par rapport à ce qu'elle avait hier, avant-hier ou avant-avant-hier. Ok ? Donc elle fait confiance aux professionnels de santé. Oui. Mais qui est un professionnel de maladie.
Non, mais c'est ça le paradoxe. Nous sommes d'abord des professionnels de maladies, parce que quand moi j'ai été formé à reconnaître des maladies. Et quand il n'y a pas de maladie, j'en déduis, vous êtes en bonne santé. Voilà. Non, mais c'est quand même dramatique, cette histoire. C'est pas dramatique, c'est le système qui est comme ça. C'est pas dramatique. Non, on peut dire que c'est le système qui est comme ça, mais pour les gens... Oui, mais c'est pour ça que je me suis formé après à la prévention. Voilà. La prévention, c'est autre chose. Et quand on nous dit, et qu'on confond souvent le dépistage et la prévention, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de prévention, qu'il y a des préventions primaires, des préventions secondaires, des préventions tertiaires. Il faut savoir de quoi on parle. Parce que quand on fait du dépistage, c'est qu'il y a déjà un soupçon de quelque chose. Pas obligatoire. Pas obligatoire. Je prends le cas du cancer. La majorité des gens qui font un dépistage, en fait, tel qu'il est organisé par la MREC, c'est une mesure de prudence. On ne sait pas, à partir d'un certain âge... Oui, voilà. parce que le risque augmente, on fait le dépistage. Mais on ne sait pas. On va taper dans une population relativement large. À partir de 50 ans, on va dépister le cancer du côlon, on va rechercher ça sur effectivement une analyse de sel avec recherche de sang, etc. Mais la prévention est en deçà de ça. Oui, parce que ça, c'est un dépistage. D'accord ? Et le dépistage permet de dire, vous avez ou vous n'avez pas. Maintenant, que dois-je faire pour rester en bonne santé ? D'ailleurs, si vous le posez, vous me l'auriez posé avant que je m'occupe de prévention, mais je sais pas. Ouais. Je vais vous dire 2-3 mots comme ça, mais de façon pratique, je ne le savais pas. Alors qu'il y a des choses précises à savoir faire. Donc, le bilan classique, il est hyper important parce qu'il permet de dire non, il n'y a pas de maladie. Maintenant, quand on a fait ce bilan classique et il dit non, il n'y a pas de maladie, la personne qui est là, elle sait bien qu'elle a un trouble. Elle sait bien qu'elle a un symptôme qui la gêne. Et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que nous sommes dans ce que nous appelons un état intermédiaire de santé. La santé, elle est là. La maladie, elle est là. Et entre les deux, il y a un no man's land de signes cliniques qu'on ne peut pas étiqueter, et la personne se retrouve dans ce qu'on appelle un état intermédiaire de santé. Elle sait qu'elle n'est pas en bonne santé. Et en médecine, on sait, classique, qu'elle n'est pas malade. Et au bout d'un moment donné, si elle insiste, on lui dit que le problème est d'ordre psychologique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ouais. Mais je dis qu'on met tout le monde dans le même panier, et c'est ça qui est embêtant. Donc, ces états intermédiaires de santé, qui représentent, en passant, je vous fais remarquer, combien de pourcentage de notre clientèle ? Une grosse 80% à peu près. 70 à 80%. C'est énorme. Ouais. Ça veut dire que quand quelqu'un rentre dans un cabinet médical, 7 à 8 personnes sur 10 ont un bilan de maladie négatif. Tout à fait. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Oui. Heureusement, parce que ça aurait été dramatique. D'accord ? Donc, 7 à 8 personnes rentrent avec ce qu'on appelle des troubles. Du coup, on leur dit, vous avez un trouble fonctionnel. Mais ils ont quand même le trouble. Ouais. D'accord ? Et un trouble fonctionnel, c'est une cellule qui souffre. Une cellule qui souffre aujourd'hui, je dis toujours, c'est un tissu qui sera malade, et après-demain, un organe qui va lâcher. Donc ça veut dire qu'il y aura des problèmes qui vont apparaître. Ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans, mais ça apparaîtra. Donc il faut avoir les moyens de comprendre cela, et après de faire des bilans de santé, qu'on appelle de santé. De prévention. On va dire de prévention, voilà. De prévention, parce que c'est pas de la... oui, c'est un bilan de prévention qui va savoir qu'est-ce qui se passe dans ce terrain, ou qu'est-ce qui manque à ce terrain, pour qu'il puisse justement fonctionner de la meilleure façon possible. C'est plus que la prévention quand même, parce qu'on va faire un constat. Oui, on fait un vrai constat. On fait un constat. On voit ce qui a tendance. Vous savez, c'est comme, on va dire, c'est comme le lit d'une rivière. Le lit d'une rivière a tendance à faire ça et passer. Et au bout d'un moment donné, eh bien, s'il veut partir d'un côté, il dévie. Eh bien, il faut essayer de le ramener dans son lit. Et au bout d'un moment donné, il va commencer à dévier ou il va commencer à monter. Eh bien, avant de déborder, le débordement serait la maladie. Mais bien avant qu'il déborde, on voit bien qu'il monte et qu'il quitte son lit. C'est ça que nous essayons de faire, que nous essayons de dépister bien avant que le débordement ne se fasse. Alors, je vais prendre un exemple. Celui dont on a parlé tout à l'heure, une jeune femme qui vient au cabinet, qui prend la pilule, qui a de grandes fatigues, qui ne se sent pas bien du tout, avec des problèmes digestifs. Le bilan de sécurité sociale est normal. Et le bilan des prénations estrogéniques que je lui propose révèle quand même des choses étonnantes.
Déjà, vous êtes le premier à me dire, vous employez des gros mots là. Ah, je suis intoxiqué, pardonnez-moi. Vous employez des gros mots là. Non, vous employez un très gros mot là. Parce que quand on leur dit bilan d'imprégnation astrogénique, là. Non, pas du tout. Et vous savez pourquoi je dis non? Oui. Parce que vous leur avez raconté tout ça il y a un mois. Oui, je leur ai raconté tout ça, oui. Ah, vous oubliez, on a parlé de la pilule. Oui, on a parlé de ça, mais je pense que dans la pédagogie, il faut répéter, comme vous dites. Ouais, voilà. Donc je répète ce que vous avez dit la dernière fois. Oui. Alors, vous oubliez le bilan classique. Non, j'oublie pas. Mais vous n'avez parlé que de ça, je n'oublie pas. Je reviens dessus, oui, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que le bilan qui va être demandé quand on prend une pilule, vous savez, on en a beaucoup parlé, de la pilule, première génération, deuxième génération, troisième génération, on arrivait à la quatrième génération, et on s'est rendu compte, en principe, ça devait entraîner moins de problèmes et que ça entraînait de plus en plus de problèmes. Que peut entraîner cette pilule, puisque vous voulez qu'on parle de ça? Que peut entraîner la pilule? D'abord, un trouble métabolique, c'est-à-dire dérégulation au niveau du métabolisme, des lipides ou du cholestérol. Ça, c'est la première chose qu'on va rechercher. Et puis, s'il y a aussi des risques qui peuvent être des risques thromboemboliques, c'est-à-dire des risques de faire des phlébites, voilà. Donc, on va rechercher ces risques-là. On ne va pas les trouver obligatoirement dans un bilan classique. On peut les trouver. Si on les trouve, il est évident que c'est une contre-indication formelle à la prise de la pilule. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'imprégnation oestrogénique, quand on prend une pilule, qui est un état normal quand on est enceinte, donc on le connaît très bien, a des caractéristiques biologiques précises. Et dans ces caractéristiques biologiques précises, il y a des paramètres biologiques qu'on va doser. Alors ce sont des noms un peu barbares, la transférine, la céruloplasmine, la phthoglobine, des noms barbares. Mais on sait très bien les doser. Donc ce qui veut dire que quelqu'un qui est sous pilule va se retrouver dans un état d'imprégnation oestrogénique comme si elle était enceinte. Donc on connaît bien cet état parce qu'on l'a bien dosé. Donc il y a des caractéristiques typiques de cela. Donc on va regarder si la pilule va lui donner une caractéristique typique. Si la caractéristique est typique, il n'y a pas de problème, cette personne peut prendre la pilule. Si la caractéristique est atypique, il faut se poser des questions. Est-ce qu'elle est atypique parce que c'est cette pilule et on change, parce que c'est le dosage et on peut changer, d'accord? Mais certaines caractéristiques atypiques entraînent ipso facto l'arrêt de la pilule. Ce qu'on est en train de découvrir avec la pilule, c'est que la pilule peut donner ce qu'on appelle des insulino-résistances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne qui prend la pilule, elle a une glycémie normale, mais pendant ce temps, elle a de plus en plus de mal à garder sa glycémie normale et elle va déclencher un diabète dans les années à venir. Ce qu'on sait aussi avec la pilule, c'est que ça va entraîner des inflammations systémiques, des inflammations hépatiques et peut donner des risques à bas bruit alors que le bilan au niveau embolique est normal, des problèmes emboliques. Donc on sait tout ça, on peut le dépister, mais sur un bilan classique, vous ne le verrez pas, mais vous le verrez sur un bilan de prévention, parce qu'on connaît très bien l'imprégnation oestrogénique, on sait comment elle doit être de façon typique et il n'y a pas de danger, et quand elle est de façon atypique, c'est danger. Point. Et dans le danger, il y a des niveaux de danger, vous pouvez vous dire, oui, on peut contrôler, d'accord? Et il y a des niveaux de danger qui sont tellement importants que vous êtes obligé de dire à la personne, madame, la solution, ce n'est pas un complément, c'est l'arrêt de la pilule. Alors elle va vous regarder avec des grands yeux au départ, mais vous devez lui expliquer comment je vais faire, ok? Mais il y a d'autres techniques. Bon, si elle est enceinte, ça va être peut-être un stérilet sans hormones, voilà, etc. Il faudra trouver des techniques parce que danger. C'est tout. Donc on est obligé de le dire. Alors expliquez-moi, expliquez surtout aux téléspectateurs, parce que moi je sais, pourquoi avec un bilan de sécurité sociale, on ne peut pas faire ce bilan d'imprégnation oestrogénique? Je ne comprends pas votre question. Pourquoi? Ah, c'est-à-dire, pourquoi il n'est pas intégré, peut pas associer pourquoi il n'est pas intégré dans un bilan de sécurité sociale? Mais parce qu'on s'occupe de maladies, on ne s'occupe pas de risques. Vous voyez que je vous ai piégé. On s'occupe de maladies, on ne s'occupe pas de risques. Je vous ai bien piégé, c'est ça que je voulais vous entendre dire. On s'occupe de maladies, on ne s'occupe pas du risque potentiel que vous pouvez avoir. Voilà. D'accord? Il est évident que moi, je dis toujours que si j'arrive près de vous et que je vous donne un coup de poing d'un seul coup,
KO. Tout de suite, vous allez avoir un bleu terrible, vous allez être KO. Et puis, si vous n'êtes pas KO, vous allez soit me rendre le coup, ou vous éloigner pour n'en pas en faire un deuxième. Mais si j'arrive vers vous et que je vous fais ça, comme ça, en répétition, vous n'enlèverez pas la main, mais le résultat, au bout d'un certain temps, vous aurez un bleu comme si je vous ai donné un coup de poing. Mais vous ne le verrez pas venir. C'est comme l'histoire de la grenouille. Si vous mettez d'un seul coup l'eau chaude, elle va partir, mais vous mettez doucement l'eau chaude, elle reste et elle meurt. Dire que c'est la même chose. La répétition de choses que vous ne voyez pas, qui se passent à petit bruit, d'accord ? Vous n'avez pas l'expression clinique et d'un seul coup, vous voyez apparaître la maladie. Mais néanmoins, la personne, pendant un laps de temps, va vous dire une série de petits signes pendant lesquels elle n'est pas bien. Et qu'on ne nous apprend pas à rattacher à un syndrome ou à quelque chose qui peut amener la maladie. Donc, je voulais revenir sur ce cas-là, puisque nous avions parlé de la pilule la dernière fois, oui. Et que je sais que ça a eu des conséquences, puisque j'ai reçu des patientes qui m'ont demandé pratiquement systématiquement le bilan. Ben oui, parce que pour moi, personnellement, il faut faire le bilan classique. Oui. C'est indispensable. Parce que le bilan classique, s'il est déjà pas bon, alors là, madame, c'est un autre moyen de contraception, pas la pilule. Donc, mais quand il revient négatif, il faut faire le bilan d'imprégnation oestrogénique. Parce qu'il va vous dire, est-ce que j'ai un risque ? Mais ce risque-là, c'est qui se fait petit, sur des années, avant que ça explose. Donc, si on le fait, eh bien, on peut éliminer, effectivement, ce risque potentiel. Et je profite pour vous dire qu'il y a quand même, sans problème, au moins 50 à 60% des femmes qui peuvent prendre la pilule sans danger. Donc la pilule n'est pas en elle-même un danger, on revient toujours à la même chose. C'est le terrain. C'est le terrain. C'est l'association, comme je vous dis, du pot de fleurs au moment où je passe. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont prendre cette pilule et qui n'auront pas de problème, et d'autres personnes qui auront des problèmes. Mais ça ne se voit pas dans un premier temps. C'est ce qui est important. Il faut aller le chercher et connaître les paramètres à rechercher et l'étudier. Et vous disiez tout à l'heure qu'au fur et à mesure on avançait dans le temps, on est passé par des études de plusieurs générations, et les dernières, vous voyez être les merveilleuses, sans souci, ont entraîné quand même de gros problèmes. Oui, parce qu'elles entraînaient un gros phénomène d'inflammation systémique, et une inflammation systémique peut entraîner des problématiques à long terme. Donc, parce qu'il faut savoir qu'un phénomène inflammatoire peut être le lit de plein de problèmes futurs, quoi. Donc ça, on ne peut pas laisser ça comme ça. Mais c'est pas que ça. C'est aussi une inflammation systémique, c'est une inflammation hépatique, c'est une insulinorésistance, etc., etc. Comment ça se passe alors pour l'intestin, dans le cas d'une inflammation de l'intestin ? Quelqu'un qui... vous savez, chez nous, il y a beaucoup de constipés. Hein. Alors comment on peut déterminer ? Parce que la constipation est difficilement déterminable pour le patient lui-même, hein, je dis ça. Comment est-ce que... Si on va à la selle tous les 2 jours, à la selle tous les 3 jours, il y a des gens qui restent une semaine sans aller à la selle, un phénomène qu'on retrouve souvent chez les femmes, et qui finissent par s'habituer au phénomène. Ouais. Mais il y a une inflammation. Mais c'est-à-dire que... Je vous embête avec mes questions. Hein. Ne m'embêtez pas, c'est-à-dire que, en fait, quand on regarde cette question, c'est un signe clinique. Il faut en tenir compte. Oui. La personne a une constipation. D'abord, il faudra l'interroger. Elle arrive en disant « je suis constipé ». D'abord, il faudra lui demander « vous allez à la selle tous les jours, tous les 2 jours, quand vous dites d'être constipé, tous les 3 jours ». Alors, parce qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils sont constipés et ils vont à la selle tous les jours. Oui. Donc, parce qu'ils sont insatisfaits de la quantité de sel qu'ils font. D'accord ? Donc, c'est d'abord une question de rythmicité. On parle de transit ralenti au bout de 48 heures, on parle de constipation au bout de 72 heures, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faudra interroger cette personne pour savoir quel type de constipation, après comment c'est moulé, est-ce que c'est pas moulé, est-ce que c'est sec. Oui, parce qu'on va rentrer dans les détails du pipi caca, quoi. Voilà. Et après, cliniquement, cette personne, d'accord, elle a une constipation. Elle va à la selle, même si c'est régulièrement, mais tous les 4 jours. Donc c'est un transit ralenti, c'est une constipation. Maintenant, il faudra essayer de comprendre, parce qu'elle s'est habituée à sa vie. Est-ce que c'est un inconfort ? Est-ce qu'en plus de ça, il y a un ballonnement, il y a un inconfort digestif avec ça ? Et puis après, cliniquement, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus. Si vous voulez savoir plus, est-ce qu'il y a inflammation ? Pas inflammation ? Est-ce qu'elle est localisée au niveau digestif ? Est-ce qu'elle est en train de partir au niveau systémique ? Vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle de la biologie. Vous ne pouvez pas, que sur l'inspection,
que sur la palpation, que sur l'interrogatoire, un diagnostic d'inflammation digestive. Vous pouvez le suspecter, mais pour le confirmer, vous devez passer par la biologie. Donc la clinique est indispensable pour orienter la biologie, mais vous ne pouvez pas vous passer de la biologie. Il en est de même si nous prenons le patient dans un cadre de maladie et que nous suspectons par exemple un diabète, parce que cette personne va nous dire oui, je perds du poids, je me lève souvent la nuit, je fais pipi souvent, on va dire tiens, il y a peut-être un problème de diabète, et puis on va faire un dosage de la glycémie, on va dire il y a diabète ou il n'y a pas de diabète, d'accord ? Et puis vous savez que souvent, beaucoup de diabètes sont dépistés de façon aléatoire. Ça veut dire on fait une prise de sang, on demande la glycémie, et on a la grande surprise de découvrir que cette personne est diabétique. Donc vous voyez très bien qu'elle est parfois déjà même passée dans la maladie et ça ne se voit pas. Donc vous voyez comment on peut glisser comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que là, il n'y a pas en biologie classique d'éléments qui peuvent vous dire tiens, il y a une inflammation digestive. Mais dans la biologie de prévention, oui, il y a. Parce qu'une inflammation digestive peut faire le lit d'un problème à distance ou peut faire le lit d'un problème local. Donc il y a des marqueurs. Et ces marqueurs, on les connaît bien. Alors, ils ont aussi des noms barbares, mais ils vont rentrer dans un cadre de bilan qu'on appelle bilan immuno-inflammatoire intestinal, dans lequel on a la bêta-2-défensine, on a la calprotectine, on a la CRP ultrasensible, on a les IgA sécrétoires, mais au niveau digestif. Et puis, il y a des marqueurs au niveau du système immunitaire qui vont réguler tout ça, qui sont les TH17, les CD25, etc. Et quand vous avez cette vision globale, vous avez une vision globale, locale, on va dire, digestive, savoir s'il se passe quelque chose, et savoir si ce problème local est déjà en train d'envoyer des messages à distance et peut perturber le système. Parce que parfois, un problème digestif peut ne pas entraîner de gros problèmes au niveau digestif, mais entraîner des problèmes à distance. Et on va traiter la personne à distance, voilà, sans avoir traité le problème d'origine. Je voulais toujours entendu dire que quand il y a un problème haut, l'origine est d'être basse. Souvent, quand il y a un problème digestif haut, il faut chercher une des causes digestives basses, oui, qui favorise le problème. Ça ne veut pas dire que le problème n'est pas réel, en haut, mais il y a un facteur favorisant, un facteur aggravant. Sur lequel il faut travailler. Sur lequel il faut travailler. Donc, la constipation peut s'accompagner d'inflammation. On peut avoir tous les tableaux cliniques identiques peuvent avoir des tableaux biologiques différents. Alors, profite de votre question pour bien rajouter une chose. Ce qui veut dire que quelqu'un qui rentre avec une constipation, vous ne savez rien de ce qu'il a en dessous. C'est comme quelqu'un qui rentre, c'est pas parce qu'il est noir que vous savez ce qu'il pense. Non, c'est pas parce qu'il est constipé que vous savez ce qu'il y a. C'est pas parce qu'il a diarrhéique, donc un tableau de constipation clinique ne présage en rien de ce qui se passe sous la table, c'est-à-dire dans son ventre réellement. Inflammation, pas inflammation, inflammation locale, inflammation à distance, on ne peut pas savoir. Il est constipé, ça vous le savez, cliniquement vous le savez, mais biologiquement, différent. C'est comme l'inflammation au niveau digestif. L'inflammation au niveau digestif, alors, constipé, on va dire, il n'y a pas d'inflammation, ça c'est la clinique, si on reste sous la clinique. Diarrhée, alternance, diarrhée, constipation, on va dire il y a inflammation. Mais, statistiquement, oui, mais vous allez avoir 30 à 40% des gens, ce ne sera pas ça. Et dans les constipés, vous allez avoir statistiquement pas d'inflammation, mais vous allez avoir 30 à 40% des gens qui sont inflammés. Alors, comment vous le savez ? Bilan. C'est obligé. Au bout d'un moment donné, vous ne pouvez pas faire au pif. Alors, la personne qui est devant vous, c'est une personne. Je rappelle, parce que souvent je reçois des coups de fil après, tous les bilans de prévention dont parle le docteur Berthelot sont faits actuellement à la Martinique, et il y a quelques praticiens formés à ces bilans qui sont capables de les prescrire. Donc, si vous voulez aller voir le docteur Berthelot... C'est à Paris, vous venez me voir à Paris. Vous allez voir le docteur Berthelot à Paris. Mais tout ce dont il parle, tous ces bilans de santé dont il parle, se font à la Martinique et à la Guadeloupe. En Guyane, pas encore. Hein. Non, en Guyane, pas encore. Mais en Guadeloupe et en Martinique, ces bilans sont faits, prescrits par des praticiens formés, et qui peuvent... c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'appréhension estrogénique, parce que je prescris ces genres de bilan avec un retour assez étonnant. Bien sûr. Et puis, il y a effectivement
on va dire un ou deux, quelques gynécologues qui ont compris l'importance. Et qui viennent maintenant aux réunions de formation. Voilà, et qui ont compris l'importance de ce bilan dans le cadre, je dirais, d'un suivi de pilule ou d'une prescription de pilule. Ça, c'est important. Si allez voir leur visage la dernière fois, ils étaient assez étonnés. Bien sûr. Parce que vous aviez fait venir un gynécologue de la Guadeloupe pour en parler de la pilule. Et lui, il a la formation. Et les gynécologues martiniquais qui étaient là, qui étaient intéressés, parce que sinon ils ne seraient pas déplacés, mais ils ouvraient de grands yeux, parce que je crois qu'ils ont appris plein de choses. Bien sûr. Et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas d'antinomie. Il n'y a pas c'est mieux que. Les deux choses ont leur utilité. Vous faites, c'est indispensable. D'abord, je suis médecin. Le bilan de maladie, il faut le faire. Parce qu'il nous donne la certitude qu'il n'y a pas de maladie. Première information. Pour autant, la personne a une plainte. Il faut qu'on comprenne sa plainte. Elle n'est pas dans la maladie. Il faut aller chercher et comprendre la plainte. Et donc, il faut aller la chercher dans les déséquilibres qu'il peut avoir. Et là, on est obligé de faire un bilan de prévention, voilà, ou de phénotype intermédiaire déviant, voilà. Vous imaginez le nombre de personnes à qui on a dit c'est de votre tête? Oui. Mais ça finit par être dans leur tête aussi, hein, réellement. Hein, parce que il faut savoir que lorsque... Alors là, c'est très intéressant. Vous soulevez quelque chose d'intéressant. Pourquoi rire? Comme ça, il faut rire. Continuez, je vous écoute. Parce que finalement, on s'est rendu compte que lorsqu'il y a une inflammation digestive, elle se passe à bas bruit. D'accord? Ça veut dire qu'on peut être constipé et on a une inflammation digestive. On peut ne pas être constipé, on a une inflammation digestive. On peut aller à la selle normalement, on a une inflammation digestive. Néanmoins, cette inflammation digestive, ça veut dire c'est le petit caillou dans la chaussure. Et vous voyez très bien que vous avez le petit caillou dans la chaussure. Vous marchez, mais ça vous gêne. Ça vous gêne, ça vous gêne. Mais vous allez... Donc, vous l'enlevez le plus vite possible. Cette inflammation, elle peut effectivement, par deux grandes voies, avoir des actions au niveau systémique. Donc, quand on dit systémique, ça veut dire au niveau général. Mais... en passant par deux endroits, une voie immunologique et une voie humorale, elle peut toucher le cerveau. Alors, ça veut dire que ces gens-là, ça veut dire le système immunitaire ou le système sanguin ou vagal. Voilà. Et donc, en passant par ces voies, l'inflammation va monter au niveau du cerveau et les gens peuvent avoir de vrais problèmes d'humeur, de comportement, qui va être réel, mais qui va être lié à leur ventre. D'accord ? Donc ça, il faut le savoir. Donc, ce qui veut dire que les gens, au bout d'un moment donné, peuvent être vraiment avec un trouble de l'humeur, un trouble du comportement, sur un problème inflammatoire digestif. Mais ça, on peut le comprendre. Mais ce n'est que la conséquence. Ce n'est que la conséquence. Donc, ils finissent par être vraiment... Et je vais plus loin, parce que je travaille avec une psychologue. Ce qui est là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez faire des prises en charge au niveau cognitivo-comportemental, eh bien, l'efficacité, d'accord, sera optimisée si vous traitez le ventre. Et ça, on le voit très très bien. Et je vous dis, j'ai eu l'occasion de travailler avec une psychologue, et elle m'envoie quelques-uns de ses patients ou patientes, eh bien, quand la problématique est un petit peu difficile et que elle sent que la thérapie qu'elle met en place ne marche pas aussi bien par rapport à son expertise, eh bien, on est très surpris de voir que les problèmes digestifs sont pour une part importante comme facteur favorisant ou aggravant du problème. Je travaille aussi avec une psychologue ici. En fait, c'est elle qui m'a sollicité. Oui. Je n'étais pas solliciteur. Et depuis que nous travaillons ensemble, on est assez étonnés des résultats qu'on peut obtenir, en particulier sur le sommeil. Voilà. C'est très intéressant. Et donc, d'où la nécessité parfois non seulement de regarder les neuromédiateurs, mais de regarder qu'est-ce qui se passe dans le ventre, parce qu'il y a une vraie relation. Hein. Il y a eu de grands travaux qui ont été faits par Danzer, qui est français, qui a bien montré ça, qui a bien montré que l'inflammation digestive peut monter au cerveau très très vite. Hein, et ça, on le sait, hein, avec certaines cytokines, on appelle ça des messagers hormonaux. Et donc, regardez, quand on a une grippe, tout de suite on est bougon, on n'est pas bien, on a des signes généraux, mais on a aussi des signes psychiques. Et donc, il y a un phénomène infectieux, un phénomène inflammatoire dans la grippe. Donc, tout phénomène inflammatoire et infectieux peut faire la même chose. La sérotonine, elle est bien synthétisée en partie au niveau intestinal. Elle est synthétisée en partie au niveau intestinal et elle va monter au niveau du cerveau pour pouvoir nous donner certains neuromédiateurs. Et c'est vrai qu'on en a besoin pour effectivement être de bonne humeur, prendre du recul par rapport aux choses. On n'est pas bien dans son ventre, on ne peut pas être bien dans sa tête. Hein. Voilà, donc ça c'est entièrement vrai. Donc ça c'est hyper important. Donc l'inflammation digestive, pour l'instant je ne sais pas faire. Comme ça, vous voyez, hein, quelqu'un rentre, je ne sais pas faire. Quels sont les signes qui devraient
pousser les gens à faire ce deuxième bilan? Parce que le premier il n'y a pas de maladie, mais il continue à avoir des signes. Quelles sont les douleurs? Parce que vous avez des douleurs qui viennent, puis il y en a qui sont persistantes. Alors celles qui sont persistantes peuvent pousser le patient à les consulter. Mais celles qui vont et viennent comme ça, est-ce qu'il faut en tenir compte? Étant dans la prévention à 100%, parce que moi je suis surtout dans la prévention à 100%. Les gens viennent me voir malade quand même. Moi je pense qu'à partir du moment où la personne, elle sait, les gens le savent, on prend le temps de les écouter, ils savent comment ils étaient. D'ailleurs souvent il y en a qui vont dire, docteur, depuis tel moment, tel jour, je ne suis plus le même. Je vous prends le cas de ce patient que j'ai vu donc en 2014, et qui me dit, docteur, en 1998, ma vie a basculé. C'est-à-dire, il se rappelle très bien à quel moment il allait normalement à la selle, et à partir de 98, il était sur l'autoroute, il s'est arrêté, il a pris une alimentation dans tel resto de l'autoroute, et depuis ce moment-là, il a commencé à avoir des troubles du transit, on n'a rien trouvé, etc. Sa vie, ça faisait 15 ans que sa vie était pourrie, je dirais. Voilà. Et coloscopie, fibroscopie, endoscopie, rien. D'accord. Donc, le patient sait. Donc, moi, je dis qu'il n'y a pas un signe grave ou un signe pas grave. Vous n'êtes pas bien. Vous faites un bilan de maladie. On ne trouve rien. Et le pas bien persiste. Parce que vous savez comment vous étiez. Il faut investiguer plus loin. C'est tout. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ce pauvre homme alors? On lui a fait effectivement d'abord une coproculture qui nous a permis de trouver chez lui quelque chose de très intéressant, d'accord, qui était un clostridium. Difficile. Un clostridium difficile. Et pourtant, je profite pour vous dire... Et qui tue. Et qui peut tuer. Je profite pour vous dire que ce monsieur avait déjà fait des analyses de sel dans d'autres laboratoires. Jamais trouvé. Il n'avait pas trouvé. Donc, parfois, c'est comme ça. On l'avait pas mis sous antibiotiques, par hasard? Il avait déjà pris des antibiotiques, mais n'empêche qu'après, dans ce cas-là, c'est un antibiotique particulier qu'on va donner. Puis, avec une certaine posologie, un certain temps. Donc, voilà. Donc, lui, je dirais que c'était un des cas, parce que moi, j'en vends pas beaucoup de Clostridium. Je dirais, bon, heureusement d'ailleurs. Mais, quand même. Ça lui pourrissait la vie. Ceci dit, il y a plein de gens qui ont des campylobactères, qui ont plein d'autres bactéries apparemment banales, pas si banales que ça, et qui donnent des troubles. D'où la nécessité ou de faire une bonne coproculture, de rechercher les parasites, et ensuite, quand on a regardé le côté macroscopique, je dirais, du tube digestif, c'est-à-dire comment ça vit et comment est l'équilibre, après on va regarder un peu plus loin, est-ce qu'il y a inflammation, pas d'inflammation, à travers le bilan, je dirais, le bilan de prévention. Vous savez que chaque fois que vous êtes là, le temps passe un petit peu trop vite. Je voudrais qu'on puisse terminer sur quelque chose. Il y a la rumeur, il y a la mode, puis il y a la réalité, le gluten. Ouais. Alors, beaucoup de gens en Martinique, en Guadeloupe, ça doit être la même chose, parlent du gluten en disant qu'ils font des allergies au gluten. Ils changent leurs habitudes de vie. Et effectivement, je prends l'exemple du pain simplement, ils arrêtent de manger du pain et ils vont mieux. Mais est-ce suffisant pour dire qu'ils font une allergie au gluten, puisque les statistiques donnent que 1% de la population française dans laquelle nous sommes inclus, vraiment faisant une réelle allergie au gluten, pouvant entraîner une maladie cœliaque qui, elle aussi, peut tuer. Donc, est-ce que les enfants sont concernés? Est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes pour le gluten? Et où on trouve du gluten? Parce qu'il y a sûrement des infections croisées. Et est-ce que 2 personnes vivant dans une même maison, ou 3 personnes dans une famille, il y a une personne qui fait une allergie, est-ce qu'il n'y a pas un risque de continuer à avoir cette allergie s'ils font à manger dans la même cuisine, en des mêmes couteaux, des mêmes assiettes? Moi, je ne dirais pas allergie, comme vous. C'est ce qu'ils disent, les gens. Je dirais intolérance. Intolérance. Non, l'allergie est beaucoup plus haute, l'intolérance au gluten. Je dirais intolérance au gluten. Alors oui, l'intolérance maximale au gluten donne la maladie cœliaque. Là, les gens doivent faire la chasse à tout, parce que ça peut effectivement être mortel. Et puis là, la sécurité sociale, on fait un test biologique, on recherche certains anticorps, glutaminase, gliadine, etc. Et si c'est positif, la sécurité sociale même va vous rembourser une partie des aliments que vous allez devoir acheter parce que vous allez changer votre mode de vie
totale. Pardonnez-moi, mais ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est que la majorité des aliments qui sont vendus pour ceux qui font des intolérances au gluten sont sucrés. Oui, ça coûte cher et c'est sucré. Oui, ça c'est encore, vous soulevez un autre débat là. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec vous. On va revenir dessus. Ouais. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des hypersensibilités au gluten. Et ça, beaucoup, encore en médecine, c'est pas reconnu. Voilà. Donc on peut aussi tester ce qu'on appelle des anticorps, d'accord, mais déaminés. C'est qui donne une sensibilité supérieure aux anticorps classiques. D'accord ? Et dans les hypersensibilités au gluten, derrière, vous avez un phénomène inflammatoire digestif. Donc vous avez des gens qui, c'est vrai, ils ne pourront plus jamais manger du gluten. Vous avez des gens entre les deux qui sont en hypersensibilité au gluten. Alors, c'est parfois un certain quota, une certaine quantité. Et puis vous avez des gens qui ont l'hypersensibilité au gluten, qui n'est pas une vraie hypersensibilité au gluten lui-même, qui est une hypersensibilité de contact liée à un tube digestif qui est hyper inflammé. D'accord ? Et vous voyez que ce n'est pas la même catégorie, ce n'est pas la même façon de les prendre. Alors il est évident que dans un premier temps, il faut faire presque comme la personne qui est en maladie cœliaque, il faut sortir les aliments qui sont agressifs dans un premier temps et qui rendent la personne dans un inconfort terrible. Mais quand vous aurez traité le tube digestif, cette grande majorité de gens qui sont en hypersensibilité simple, ils peuvent remanger du gluten. D'accord ? Donc c'est pour ça que je ne suis pas un ayatollah. Ouais. Je dirais à 100% il faut enlever le gluten. Mais parfois, je l'enlève. Ouais. Et je suis obligé de l'enlever d'emblée chez certaines personnes, effectivement, parce qu'ils sont dans un état catastrophique. Donc il faut bien voir ces grandes catégories. Et dans cette hypersensibilité, quand vous avez traité le ventre, c'est le cas de beaucoup d'hypersensibilité qui entraînent des allergies aussi. Hein. On parle du gluten, mais c'est aussi dans d'autres allergies. Et l'extrême, c'est la maladie cœliaque. Oui. C'est à vie. C'est à vie. Donc, oui, le gluten fait partie des aliments qui sont des aliments à risque, surtout maintenant qu'on est dans des aliments qui soient le plus ou moins malléables, avoir une certaine palabilité, c'est-à-dire du goût. Au niveau de la pétrissure. Voilà. Donc, on met du gluten, il y en a de plus en plus. D'accord ? Donc, on le retrouve dans le vin. Bien sûr. On trouve partout. On trouve dans le vin, parce que quelquefois, vous avez du blé à côté de vignobles, il y a toute une série de choses. On retrouve du gluten dans le champagne. C'est toute une vie qui change. Mais il y en a partout. Hein. Vous prenez dans les sauces, partout. Moi, j'étais étonné une fois, il y avait même... je venais acheter des fruits secs, même sur des fruits secs. Alors, c'est pour dire comment on les traite. Les plats préparés. Non, mais il y en a partout. Mais il y a deux aliments, effectivement, qui sont effectivement relativement importants à faire attention au départ comme ça. Bon, c'est tout ce qui est à base de gluten, et puis les produits laitiers, quoi. Bon, ça, c'est clair. Et les céréales que nos enfants mangent, la grande quantité là, dans le lait, vous imaginez ? Oui, mais alors, ça, vous soulevez deux choses qui sont hyper importantes. Mais bien sûr. Alors, effectivement, on dit que chez les enfants, il n'y a pas trop d'intolérance au gluten. Mais n'empêche que... C'est pas vrai. N'empêche que... On dit ça, je dis... Dans la littérature, on dit ça. N'empêche que la majorité des enfants qui mangent ces céréales avec le lait le matin ont tous mal au ventre et sont ballonnés. C'est pas vrai. Je reviens à cette notion. Regardez une chose. On va parler un peu de 2 minutes des produits laitiers. Oui. Moi, je suis stupéfait, je vous dis, de voir la quantité de maladies de Crohn et de maladies de rectocolite ulcéro-hémorragique. D'accord ? Incroyable. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a de cela quelques années, 3-4 ans, là. D'accord, on n'en parle pas. On n'en parle plus. Je voyais des maladies de Crohn, plus souvent, effectivement, des femmes, d'accord, le ratio, 25, 30, 35. Maintenant, moyenne, 12, 15 ans. Maladie de Crohn chez un enfant de 12-15 ans. Je parlais avec mon amie Jacqueline, que vous connaissez bien, gastro-entérologue. Elle-même, elle est stupéfaite. Elle dit, la moyenne, c'était 35 ans, on va dire comme ça, la femme. Hein, okay. Mais maintenant, on les voit, ados, d'accord ? Et moi, j'étais tellement surpris, je vous en ai déjà parlé. Une fois, on m'amène un bébé, 6 mois. Il sort de l'hôpital, on a fait un diagnostic de maladie de Crohn. J'appelle Jacqueline, je lui dis, c'est possible ça ?
Et moi, je reviens. C'est possible ça, 6 mois, une maladie de Crohn. Bah, donc on voit des choses, et si on les voit, il faut retenir une chose. C'est que si mes parents ont une vulnérabilité, disons mes grands-parents ont une vulnérabilité, ils mènent une vie particulière. Mes parents auront peut-être cette vulnérabilité puissance 10. Et après, l'enfant, le petit enfant aura cette vulnérabilité puissance 1000 ou puissance 10 000. Et c'est pour ça que ça peut apparaître d'autant plus vite. Et regardez la consommation de produits laitiers qui ne cesse d'augmenter, la consommation, je dirais, de ces aliments hyper gras, hyper sucrés. Donc tout ça, on peut dire un peu responsable de cela. Et quand vous annoncez à quelqu'un qui a une maladie de Crohn, ils ne le prennent pas bien, c'est l'arrêt de tous les produits laitiers. Tous les produits laitiers. Le beurre compris. Tous les produits laitiers. Oui, bon. On a passé un super moment, merci comme d'habitude. Hein. Oui. Merci d'avoir été là. Merci à nos amis de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et puis tous ceux il y en a qui nous appellent du Canada quelquefois parce qu'ils regardent l'émission. Ah ben c'est très bien. Ouais. Donc merci à vous tous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.